Bienvenue pour la seconde partie de notre émission à Égine, une île située en face d'Athènes, à 40 minutes en bateau. Nous allons vous proposer de nouveaux reportages. Mais tout de suite, nous allons à la rencontre de deux nouveaux élus européens qui sont dans l'opposition au gouvernement conservateur actuel. Bienvenue à Égine. Je m'appelle Stelios Kouloglou. Je suis député au Parlement européen pour le groupe de la gauche. Je suis compagnon de route de Syriza qui, à ce moment-là, se trouve dans l'opposition. On commence dans les petites rues d'Égine, en votre compagnie Stelios Kouloglou, une île que vous connaissez bien. C'est vrai que la Grèce a été très confinée par rapport à ses voisins européens. À partir du 14 mai, on a ouvert la restauration et aussi bien les magasins qui tous ont été fermés pendant presque 6 mois à cause d'un confinement très sévère et sans vraiment de très bons résultats parce qu'on a utilisé seulement la police et les mesures restrictives pour contrôler la pandémie, au lieu de faire aussi des tests, d'examiner la population, de travailler plus sérieusement sur la maladie et aussi de renforcer le système de la santé grec, qui n'a été renforcé du tout. Ce n'est pas l'occasion, cette pandémie, de repenser notre modèle intégralement. Par exemple, arrêter complètement le tourisme de masse et se dire qu'on va vers une transition verte, digitale. On ne peut pas faire ça parce que l'industrie du tourisme est une très grande industrie en Grèce. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est ne pas mettre tous les œufs dans un panier. Parce que ça fait l'économie et les pays aussi très vulnérables. Il faut diversifier la production. Pour la France, c'est plus facile de diversifier ou bien de réduire l'importance du secteur touristique dans l'économie parce qu'il y a des autres possibilités. Il y a une grande productivité de l'industrie lourde et tout ça. Tandis qu'en Grèce, ce n'est pas le cas. La grande industrie grecque a été complètement détruite pendant les années 80. Alors Stelios, vous aviez mentionné justement le secteur de la santé. Ce secteur a été quelque peu détricoté. Les créanciers européens ont réclamé à la Grèce des coupes budgétaires dans le public drastiques. Et quand elle a dû faire face à la pandémie, ça a posé un certain nombre de problèmes que nous explique tout de suite notre envoyé spécial, Luc Brown. Le dispensaire Hellénico, dans la banlieue d'Athènes. Plusieurs fois par semaine, des patients viennent chercher des médicaments gratuits. Des analgésiques jusqu'au traitement du cancer. Chaque mois, l'équipe sert 500 personnes qui ne gagnent pas assez pour cotiser à une assurance maladie complète. Ils n'ont pas les moyens de payer les médicaments. La contribution, selon le médicament, ça peut être 5%, 25%. Ces gens, leur revenu est très faible et ils ne peuvent pas payer leur contribution. Le dispensaire a été créé il y a 10 ans lorsque la crise de la dette grecque a frappé. Entre 2009 et 2013, les mesures imposées par la Troïka ont poussé Athènes à réduire d'un tiers ses dépenses dans le domaine de la santé. Le centre dépend pour son financement uniquement des dons publics et compte sur des bénévoles. C'est ce dont les gens ont besoin. Comment est-il possible de ne pas participer quand il y a autant de malheurs autour de toi? De ne rien faire pour ça. En 2016, le gouvernement de gauche de Syriza a étendu la couverture maladie de base aux chômeurs. Mais la pandémie a replongé de nombreuses personnes dans la pauvreté médicale. C'étaient les plus frappés par la pauvreté qui continuaient à venir durant la pandémie. Ceux qui étaient dans la pire situation et qui, en quelque sorte, défiaient ce danger parce qu'ils devaient prendre des médicaments. On se contente de distribuer des médicaments. On fonctionne comme une petite béquille de l'État, mais on ne peut pas le remplacer. Ce dispensaire a été fondé par le cardiologue Giorgos Vikas, après avoir vu trop de Grecs incapables de se payer des médicaments. Une décennie après l'ère de l'austérité, Vikas est toujours en colère contre un système de santé sous-financé et surchargé.
Ce qui a été fait par le gouvernement durant toute cette période pour la pandémie, pour n'en dire que quelques mots, c'est de boucher quelques trous du système de santé pour que celui-ci ne s'effondre pas complètement. La Grèce a subi moins de décès liés au Covid par habitant que la moyenne de l'UE. Et le gouvernement prévoit que 50% de la population devrait être complètement vaccinée d'ici la fin de l'été. Mais les hôpitaux sont en sous-effectif. 18 000 médecins ont émigré depuis 10 ans. Les limites de l'état physique et psychologique des personnels de santé sont maintenant dépassées. La récompense, ce ne serait pas une récompense matérielle. La récompense serait de pouvoir recruter davantage de personnel, que ce soit des médecins ou des infirmiers, de manière à ce que tous ensemble, dans des conditions plus humaines aussi bien pour nous que pour les patients, nous fassions face à la pandémie. Le plan de relance post-Covid de l'UE est une injection de liquidités bienvenue pour la Grèce. 57 milliards d'euros de subventions et de prêts pour des réformes majeures et de l'infrastructure numérique. Selon le gouvernement, la modernisation du secteur de la santé doit permettre de surmonter le sous-investissement de cette dernière décennie. La vraie opportunité que nous avons ici, c'est que nous ne ferons pas que changer les mentalités. Nous allons changer les comportements et les expériences. Dans le programme de vaccination, par exemple, les gens ont reçu des SMS et ont été guidés tout au long du processus. Nous devons faire en sorte que l'État fonctionne beaucoup mieux. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et si c'est le cas, les gens suivront. 1,5 milliard d'euros ont été sanctuarisés pour la santé. C'est 10% des dépenses annuelles totales de l'État dans ce secteur, mais seulement une fraction de ce qui a été amputé en 10 ans. On se retrouve dans le petit port de pêche de Perdica, toujours à Égine. Est-ce que les Grecs, ils ont une meilleure image de l'Union européenne qui serait cette fois-ci venue à leur secours pour la pandémie? Ils ont beaucoup estimé le fait que l'Union européenne a décidé d'agir ensemble face à la pandémie avec les vaccins, l'aide économique pour recommencer l'économie et tout ça. De l'autre côté, le retard qu'on a constaté en ce qui concerne la vaccination par rapport à la fois à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, ça a aussi provoqué une espèce de scepticisme quant à la capacité de l'Union européenne d'agir assez rapidement par rapport aux besoins. Quel genre d'Union européenne il faut après la pandémie? Écoutez, après chaque pandémie dans l'histoire, on a eu des changements majeurs. Alors, il faut complètement changer les traités de Maastricht et tout ça, qui sont pour une austérité budgétaire à la mode Allemagne. Il faut suivre un petit peu le modèle Biden aux États-Unis. Une fois la pandémie a commencé, la nouvelle démocratie et le gouvernement ont été obligés de se prononcer pour le système public. Ça a été le cas en théorie. On l'a beaucoup applaudi, comme on l'a fait dans toute l'Europe pour les docteurs. Et il n'y a pas un seul embauche permanent de docteurs après la pandémie. Et c'est pour ça que pendant la deuxième vague de pandémie, la Grèce a été beaucoup touchée. Merci à vous d'avoir été notre invité. Bonjour, je suis Eva Kaili, eurodéputée des socialistes et PASOK à l'opposition. Alors, nous avons le plaisir de nous retrouver dans le parc de Zapeion. Si on revient à la crise financière de 2008-2009, c'est votre parti, le Parti socialiste, qui était alors en charge avec M. Papandréou. Est-ce que vous pensez que les Européens ont été trop loin dans l'austérité, qu'ils ont été injustes avec la Grèce? Eh bien oui, c'était injuste et en réalité, ça a été extrêmement dur pour les Grecs. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'une crise de cette ampleur, il n'est possible de la surmonter que tous ensemble. Et dans les années 2010, les Grecs ont été abandonnés, tout comme quelques autres pays endettés, contraints d'adopter des mesures extrêmement dures et injustes, et je crois que cette recette n'a pas fonctionné.
C'était une situation trop lourde à gérer. J'ai le sentiment que nous, Européens, nous n'aborderons plus jamais les choses de la même manière puisque cela a échoué. Espérons que ce grand plan Marshall, notre plan de relance, nous aidera également à être plus résilients face à de nouvelles crises futures. Vous avez mentionné le plan de relance de 32 milliards d'euros pour la Grèce parce qu'elle a été particulièrement affectée. On a un peu l'impression que la Banque centrale européenne a injecté de l'argent et tout le monde est devenu plus ou moins socialiste. L'État-providence est de retour. Oui, je l'espère et j'espère surtout que cela sera le cas à long terme, parce que nous avons tous compris qu'il s'agit d'une crise sans précédent et que personne ne pourra la surmonter sans un plan généreux pour soutenir les États membres. En fait, nous avons réalisé que nous ne pouvons pas y arriver sans une Europe plus forte, une Union plus forte. Et c'est très ironique parce que nous avons maintenant des forces anti-système, eurosceptiques, qui ne demandent plus à sortir de l'Europe, mais qui demandent plus d'Europe. Est-ce qu'il y a encore, Eva Kaili, aujourd'hui une différence entre la droite et la gauche, entre vous, le PASOK, et Syriza, et notamment sur la question migratoire, par exemple ? Eh bien, en période de crise, il est plus difficile de distinguer les lignes de clivage des partis, parce que les différences ne sont visibles que lorsque l'on met effectivement en œuvre des réformes. Avant l'arrivée au pouvoir de la gauche radicale de Syriza, les socialistes du PASOK avaient une politique migratoire très différente. Avec Syriza, nous avons vu arriver d'énormes flux de migrants, car le gouvernement a ouvert ses portes, les frontières européennes, afin de faire du chantage à l'Europe et la forcer à mettre en place une politique migratoire européenne. Maintenant, nous avons une approche plus modérée. Nous cherchons une solution européenne. Heureusement, nous n'avons pas la même approche que celle de Salvini en Italie. Nous essayons de nous assurer que les réfugiés soient accueillis dans un environnement sûr. Le problème, c'est qu'il nous est difficile de gérer seuls les flux de migrants, que les procédures se sont accélérées et nous avons des difficultés à les relocaliser à travers l'UE. Et nous ne voyons aucune solidarité des États membres de l'Union européenne. Et nous nous retrouvons face à un autre défi avec la politique des retours, parce que la Turquie a gelé l'accord stipulant qu'il devait reprendre ceux qui n'avaient pas lancé de procédure de demande d'asile chez nous. Merci Eva Kaili de cet entretien. La Grèce est un pays qui a beaucoup été caricaturé, qui a fait l'objet de clichés. Elle a elle-même beaucoup caricaturé d'autres pays jugés peu généreux, comme l'Allemagne. Aujourd'hui, il est temps finalement de remettre les choses à plat, de démêler le vrai du faux, comme nous le faisons souvent dans nos programmes, en particulier à propos d'accusations sur les refoulements à la frontière à l'encontre de pays comme la Grèce ou même de l'agence Frontex. Le point tout de suite avec Céline Schmitt. La Grèce ne participe pas au soi-disant pushback. C'est le tweet sans détour publié par le ministre grec chargé de l'immigration et de l'asile. Qu'est-ce qu'un pushback ? Les pushbacks sont un ensemble de mesures étatiques par lesquelles les réfugiés et les migrants sont contraints de repasser une frontière sans possibilité de demander l'asile. Sur le terrain, ces pratiques souvent violentes ont fait couler beaucoup d'encre. En octobre dernier, une enquête du Spiegel documente 6 cas de refoulement vers la Turquie. Des gardes-côtes grecs repoussent des bateaux chargés de migrants tentant de rejoindre les îles de la mer Égée. Selon les journalistes, les équipes de Frontex, l'agence européenne de garde-côtes et garde-frontières, assistent à la scène sans réagir. Des accusations pour la plupart confirmées dès la mi-août par l'armée allemande présente sur place. Depuis, les ONG et les articles de presse décrivant les mêmes scènes se multiplient. Dernier en date, le livre noir du Border Violence Monitoring Network, 1500 pages dont 140 consacrées à la Grèce. Témoignages, photos, analyses vidéo, géolocalisation pour dénoncer les pushbacks organisés par les autorités helléniques avec la complicité ou la participation de Frontex. Au micro de France 24, les politiques grecs qui ne balaient pas d'un revers de main ces accusations dénoncent le double jeu de la Turquie qui pousse les migrants vers les frontières de l'UE, comme en mars l'année dernière où des milliers de migrants ont franchi la frontière en quelques jours. En théorie, nous sommes tous contre les pushbacks. Mais s'il s'agit de quelque chose d'organisé ou qui s'inscrit dans une stratégie de déstabilisation, alors peut-être qu'il faut faire quelque chose.
En 2016, l'UE signe un pacte migratoire avec la Turquie, considéré comme un pays sûr. Ankara est chargé de lutter contre l'immigration irrégulière en retenant les migrants. Mais en quasi-absence de voie légale pour rejoindre le territoire européen, ce pacte est dénoncé comme une mise en danger pure et simple du droit d'asile. De quoi placer les migrants au cœur d'un jeu potentiellement très dangereux entre autorités grecques et turques. Mais alors, que fait l'Union européenne ? 2 enquêtes sur ces pushbacks ont été menées en interne par Frontex. Conclusion, aucune preuve de l'implication directe ou indirecte de l'agence. Pas convaincant pour Malin Björk. S'il y avait une volonté politique, nous pourrions immédiatement mettre en place une enquête indépendante et savoir rapidement ce qu'il se passe réellement, pour que nous puissions y mettre fin. Arrêter l'impunité. Nous laissons Frontex agir dans l'illégalité. Nous laissons les États membres agir dans l'illégalité et nous fermons les yeux. Pour l'heure, aucune enquête indépendante et sérieuse n'a été menée en Grèce. Un rapport du Parlement européen sur Frontex est attendu cet été. C'est depuis la rue Hermou, la principale rue commerçante d'Athènes, que nous refermons cette émission spéciale consacrée à la Grèce face au Covid. Les affaires reprennent, le moral est en hausse et la Grèce espère bien une saison estivale florissante. Elle attend beaucoup de l'Union européenne et des touristes européens également. Je vous dis en ce qui me concerne à très bientôt pour de nouvelles aventures européennes.